Salut tout le monde, je suis présentement avec François Berthiaume, qui est un expert dans l'immobilier et qui est aussi investisseur immobilier. Mon nom, c'est Benoît Thibault. Je suis coach d'affaires et entrepreneur. La mission, c'est que tu puisses créer la vie de tes rêves. Bienvenue à Jusqu'au bout. Donc, merci François d'avoir accepté mon invitation. Donc, est-ce que tu peux parler un petit peu de toi au monde qui écoute le podcast? Oui. Ben, moi, en fait, je vais commencer par où que j'ai débuté, qu'est-ce qui m'a amené à l'immobilier. Ça a été un concours de circonstances, en fait. Je faisais mes études en comptabilité au collège, à Cité collégiale à Ottawa. Et j'ai un de mes profs, j'ai été porter des CV, il m'a vu. J'ai rentré dans une firme de gestion immobilière, j'ai posé mon CV comme comptable et c'était un de mes profs qui détenait la compagnie. Il m'a dit, tu cherches une job? J'étais quelqu'un qui était bon à l'école. Il m'a dit, tu viens travailler, quand est-ce que tu peux commencer? Donc, c'est en allant poster des CV, il m'a fait commencer. C'est quelqu'un qui m'a pris sous son aile dès le début. Donc, j'ai travaillé du 70 heures semaine, j'étais peut-être payé 40, mais je faisais les réunions, les projets d'investissement. Tu sais, je le suivais partout. Okay? J'ai adoré apprendre avec lui. C'est un très bon professeur. Et il m'a permis d'apprendre beaucoup sur le sujet, mais il a fallu que je donne beaucoup de temps. J'ai passé des nuits dans le bureau à essayer de comprendre certaines choses, à essayer de voir ce qu'on pouvait faire avec certains projets. Et j'ai vite adoré le domaine. À ce moment-là, on parlait d'une compagnie, c'était une petite compagnie, on parlait d'à peu près 700 portes. Dans le domaine, c'est quand même petit parce qu'on parle d'une compagnie à Gatineau. Si on compare avec des gens de Montréal, on est dans le 2000 quand c'est petit. Là. Okay? Donc, c'est le même que j'ai commencé à grandir dans le domaine parce que l'immobilier, oui, il y a des cours écoles, mais ce n'est pas quelque chose que tu apprends à l'école. Tu peux suivre le nombre de cours que tu veux. Il n'y a aucun cours qui va te dire OK, fais ça en immobilier, parce que si ton professeur saurait vraiment le faire, je ne suis pas sûr qu'il serait en avant dans une classe. OK? Ça, c'est la première des choses. Il y a certains guides comme Jocelyn, qu'on voit beaucoup dans les médias sociaux, Guy Larochelle, qui sont des experts en immobilier, qui possèdent beaucoup d'immeubles, mais qui sont aussi dans les médias sociaux, qui l'enseignent et sont très bons. Sont très, très bons, puis c'est parce que les autres ils ont une vocation de vouloir l'enseigner. Mais généralement, les professeurs que tu trouves à ton école, c'est rarement du monde qui ont de l'immobilier. C'est plus du monde qui préfère enseigner à faire de l'immobilier. Puis l'immobilier, ben, après ça, pourquoi j'ai voulu pousser en immobilier, c'est vraiment par passion. J'ai jamais regardé le salaire. Ma première année, j'ai été payé 24 000. Là. J'étais étudiant à temps plein. Et après ça, je faisais du 50, 70 heures semaine, dépendant des semaines, à essayer de comprendre le domaine. Avant de me lancer moi-même, j'avais acheté un condo, un des pires achats de ma vie. En 5 ans, il n'a pas pris de valeur, payé trop cher, l'achat émotif. Mais je connaissais rien. J'ai connu mon prof après l'avoir acheté. Puis c'est beaucoup de choses à connaître l'immobilier. C'est très vaste parce que tu as la promotion, tu as la location, tu as la copropriété, tu as l'investissement immobilier. Tout ça sont des domaines à savoir. Comment tu vas financer, comment trouver un achat. C'est toutes des choses clés dépendant de ce que tu aimes. Il y a des gens qui vont dire OK, moi je suis dans l'immobilier, mais ils font plus de la copropriété. Donc, ça, c'est-à-dire un jeu de loi. On joue avec des déclarations du Code civil et un petit peu de calcul pour les frais de condo, les états financiers, mais c'est beaucoup de lois. Après ça, quand tu arrives dans l'investissement immobilier, on parle de comment optimiser les loyers, comment gérer les locataires, quel plan de financement pour que mon projet, en 6-7 ans, mon argent à double, à triple, et même plus des fois, parce qu'à certains points,
souvent, dans un projet d'investissement, on va aller chercher 30 à 50 %. C'est quelque chose que tu n'apprendras jamais à l'école. Malgré tout, l'école est importante. J'ai quand même été, une fois que j'ai fini mon bac en comptabilité, j'ai fait un certificat en immobilier. En ce moment, je suis en train de faire des cours de courtage, des cours d'agent immobilier. Plus tu en connais dans le domaine, plus tu vas être capable de te débrouiller, de trouver des choses. Et pour moi, c'était vraiment important de toujours être en apprentissage continuel. Je pense que c'est le même que tu innoves, c'est le même que tu vois des nouvelles techniques, c'est le même que tu peux comprendre un système. Après ça, ma première achat de propriété, je n'avais même pas la mise de fonds, mais c'est grâce à mon professeur. OK, il me dit, OK, gars, si tu sais qui a l'argent, tu y empruntes, tu le déposes dans ton compte 30 jours avant, tu sors ton statement, ton état de compte. Après ça, tu l'amènes à la banque, tu le donnes. Si tu as acheté une bonne maison avec une bonne plus-value, en dedans d'un mois, je refinançais et je retrouvais mon cash down. Donc, c'est le même que j'ai acheté ma propriété et 3 mois plus tard, j'avais fait 25 000 $ de profit avec. Fait un jour, un moment donné, c'est comme ça qu'il faut que tu sois en formation continue. Puis c'est le même que tu arrives à te développer dans l'immobilier parce que c'est tellement vaste. Tu sais, comme moi en ce moment, tu me parlerais de promotion immobilière. On voit les gros promoteurs. C'est quelque chose que je n'ai jamais touché. C'est quelque chose que je ne serais pas capable de faire parce qu'il y a une autre complexité en arrière de ça. La location commerciale en termes business, j'en connais un peu, j'en fais un peu, mais j'ai encore beaucoup à apprendre. Ça fait 10 ans que je suis dans le domaine. Oui. Donc, c'est le même que je me suis rendu à mon niveau. J'ai toujours appris. Aujourd'hui, j'ai eu ma propre firme avec laquelle j'ai appris. J'ai acheté la firme de mon professeur, en fait, qui m'a montré en immobilier. Lui, il prenait sa retraite. J'ai eu l'opportunité de l'acheter. Je l'ai géré. La seule raison de la vente, c'est qu'à Gatineau, on était un marché réduit. Et je ne voulais en rien avoir un marché réduit. Donc, c'est là que j'ai décidé de venir à Montréal, en banlieue de Montréal, Varennes, en fait. J'ai grandi à Varennes, où j'étais parti à Montréal, à Ottawa pour mes études, voir un peu de pays, puis changer, voir ce qu'il y avait d'autre ailleurs. Mais quand on parle d'immobilier, Montréal, c'est un incontournable si tu veux grossir. On n'a pas le choix d'être à Montréal. Il n'y a aucune ville qui va pouvoir t'offrir la même opportunité. À Gatineau, si je loue un logement, ça va prendre 20 fois plus de temps qu'à Montréal. Ce qui me prend un mois à Gatineau me prend une journée à Montréal à louer. La game n'est pas la même. Les prix sont différents, mais la game n'est pas la même et elle te permet de grossir beaucoup plus vite. Okay? Même si Montréal est un jeu d'équité, il y a des millions de façons de se faire un 50 à 100 $ par appartement par mois à la fin du mois. Donc, c'est là où est-ce que j'en suis. C'est mon but actuellement. Je fais encore du travail pour des grosses compagnies. Je ne suis pas 100% indépendant. C'est quelque chose qui prend du temps. C'est pas quelque chose que du jour au lendemain. Tu sais, on entend souvent des histoires où est-ce que le gars dit en 5 ans, j'ai assez acquis de portes pour juste faire ça de ma vie. Sérieusement, il y a des histoires comme ça, mais les gens ont nettement plus investi que monsieur, madame, tout le monde. OK? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut se lancer là-dedans dans l'immobilier? À part d'apprendre continuellement, mais tu sais vraiment, qu'est-ce que tu conseillerais? Le temps, c'est ton ami. OK? Donc, la patience. Je vais me répéter, s'éduquer, c'est la clé. Le temps. Et après ça, apprendre à contrôler ses dépenses. Si tu veux économiser de l'argent pour acheter quelque chose, OK, c'est pas nécessairement commencer comme je l'ai fait, parce que un peu plus tard dans ma vie, moi, j'avais appris à surconsommer. Ça m'a coûté cher. Ça m'a fait beaucoup de mal
Et j'ai dû apprendre à corriger le fait de surdépenser, comme les voyages à Vegas, les grosses dépenses. C'est bien beau, tu fais de l'argent, mais si tu fonctionnes comme ça, il ne faut jamais t'arrêter. Puis c'est sûr qu'à un moment donné dans ta vie, tu vas avoir une bad luck. Donc, si tu veux te lancer en immobilier, tu as fait longtemps, commence par soigner tes propres dépenses. Tu peux fonctionner avec un peu d'argent, bien vivre, pas de privé, sans dépenser des 4-5 000 à tous les mois. Là. Tu sais, il y a plein de dépenses qui sont superflues. 4-5 000 à tous les mois, ça veut dire que tu gagnes 7 000 à peu près dans le mois. C'est un excellent salaire. Si tu dépenses 4 000 puis tu ne mets pas une scène de côté, c'est peut-être parce que tu as un peu de surconsommation de mon point de vue. Okay? Si tu me dis que tu as une femme, 4 enfants à nourrir, c'est différent aussi. Là. Ouais. Si tu en voyage, c'est une autre affaire. Mais si tu es célibataire, tu fais 7 000 $ par mois puis tu n'as même pas 1 000 de côté, je crois qu'avant même de te lancer dans l'immobilier, travaille sur ton budget, travaille sur toi-même, travaille pour économiser, avoir un peu de fonds puis une sécurité. Parce qu'au début, tu vas en faire des erreurs. Okay? Dans n'importe quel domaine que tu vas faire, au début, tu vas en faire des erreurs. Le seul avantage en immobilier, c'est que le temps il est de ton bord. Si tu fais une erreur de 60 000 sur un building de 600 000, c'est pas grave. OK? Parce que tu récupères, tu vas avoir 400 000 d'hypothèque, tu vas le récupérer en peut-être 2 ans, ton 60 000. OK? 2-3 ans à peu près, là, tu vas récupérer ton 60 000 que tu as fait une erreur. Donc, le temps, c'est ton ami. Puis là, ça, c'est juste en remboursement d'hypothèque que tes locataires vont te payer. Après ça, tu as ta plus-value qui va te faire une légère augmentation sur ton argent. C'est très dur de se tromper en immobilier et de se planter. La plupart des gens qui se sont plantés en immobilier, c'est des gens qui ont acheté avec l'émotion. Donc, je sais que donc, on en revient au point. On a le temps, l'éducation et enlever les émotions de l'achat, travailler sur ton budget. Je pense qu'une fois que tu as ces 4 points-là, le reste, c'est que de la routine, de la pratique et de l'expérience que tu vas acquérir. Puis, il faut avoir l'audace de sauter. Parce qu'il y a bien des gens qui parlent, qui disent qu'ils vont le faire, et j'en vois tous les jours. J'ai des amis il y a plusieurs années, même quand j'ai commencé, qui m'ont dit « Moi aussi, je vais le faire », et 10 ans plus tard, qu'ils ne l'ont jamais fait. Donc... Tu me parlais... Oui. Non, vas-y, finis ce que tu dis. Oui, non, je m'y tirais pour rien. Tu parlais de quand tu as commencé que tu avais acheté un condo, puis ça me fait penser un petit peu au livre Père riche, Père pauvre. Je ne sais pas si tu l'as lu, ce livre-là. Hein? Oui. Bien, c'est-à-dire que la première achat immobilière que je me suis faite, c'est un condo. Je l'avais acheté pour mes études parce que je me suis dit, tant qu'à payer un appartement, je préfère payer un condo. Okay. Celui-là, je l'ai acheté émotivement. Celui-là, je n'ai pas fait d'argent avec. Je l'ai vendu 5 ans plus tard, le même prix que je l'ai payé. Puis, il a fallu que je laisse 2 TV 60 pouces. Donc, on peut dire que même que j'ai perdu de l'argent. Mais comparé à un loyer, en bout de ligne, j'ai quand même économisé. OK? Donc, j'ai été perdant, mais pas tant. Et c'est là que l'expérience en immobilier a appris. Après ça, j'ai travaillé avec mon professeur. Et la première fois, j'étais tanné de mon travail. Puis là, j'ai fait comme, il faut que je change, il faut que je me lance. Fait que c'est là que j'ai emprunté de l'argent à mon ami. J'ai acheté un autre condo, une reprise de finances. Et avec les condos, c'est quand même pratique de commencer avec ça s'il y a beaucoup de réparations à faire. Et c'est la raison pourquoi j'avais pris un condo, étant donné que s'il y a beaucoup de réparations à faire, toi, tu es juste responsable de tes murs, de ce que ton panneau amène à l'électricité. Tout ce qui est la structure importante ne t'appartient pas. Donc, j'ai limité les erreurs comme ça. Fait que, dans le fond, c'est comme faire un flip avec une maison, sauf que tu as juste l'esthétique. Genre. Oui, j'ai acheté le condo pendant que les condos se vendaient pas en 2012. OK? Et pendant que les condos ne se vendaient pas, mais au prix que je l'achetais 119 000. OK? Oui. Et
moi, j'avais calculé que j'avais entre 10 à 15 000 à mettre. OK? Ce qui n'était pas le meilleur achat. Excuse-moi, je l'ai payé 116 000. C'est une autre maison, j'ai payé 119 000. Et j'avais 11 000 à mettre. OK? Et à partir de là, ben, en bout de ligne, j'ai mis 11 000, mais au début, j'avais calculé entre 10 et 15. Je n'étais pas trop sûr. Je n'avais pas tout fait mes calculs. Mais je me suis dit, si on le met dans le maximum, 15 000, parce que là, tu ne sais pas si l'air climatisé fonctionnait. Tu sais, tu peux faire venir quelqu'un qui me coûte 1 000 $ pour une expertise d'air climatisé quand l'unité coûte 1 500. Tu sais, il y a certaines choses où est-ce que j'ai pris le risque. Donc, là, il y avait quelques incertitudes. Finalement, 11 000 $ plus tard, mon condo il est fini. Et maintenant, il en vaut 155. Ouais. Mais 155, au prix que je l'ai affiché, il n'y avait aucun condo qui était à ce prix-là. Mais moi, mon but, je n'avais pas de revenus, je n'avais pas d'argent. Je voulais de l'argent le plus vite possible. Donc, je voulais le vendre vite. Si j'égalise un prix, les offres vont être divisées en deux. Si je suis juste un peu en dessous de lui, et j'étais juste 2 000 $ en dessous, j'ai été en dessous, les appels ont rentré, et une fois que je l'ai mis en affichage, 3 jours plus tard, il était vendu. Je n'ai même pas baissé mon prix, parce que je savais que j'étais moins cher que les autres. J'ai dit, tu peux aller ailleurs, ils sont tous plus chers que moi. Mais, tu sais, ça a été une stratégie de négociation. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Après ça, là, j'ai essayé d'autres choses, de la location. J'ai essayé de refaire des flips. J'en ai qui ont marché, j'en ai qu'en bout de ligne, j'ai eu des imprévus, j'ai appris de mes erreurs, j'ai perdu un 5 000 plus le temps que j'ai mis. Tu sais, en immobilier, il y a certaines choses où est-ce que il faut que tu apprennes avec certaines erreurs. Là où est-ce que j'ai perdu 5 000, c'est quand j'ai voulu dire, OK, je me prends un partner parce que faire des rénovations, ça prend beaucoup de temps. C'est peut-être pas mon expertise. Il y a des gens qui travaillent plus vite que moi en rénovation. Moi, je suis un comptable de base, j'ai 0 formation en rénovation. Et là, j'étais coincé avec tout. Puis il y a certaines affaires que je faisais moi-même parce que la finition, c'est pas compliqué à faire, mais ça coûte cher. Donc, peinturer ton appart, ça peut te coûter 200, mais ça va t'en coûter 1000. Donc, moi, je trouvais sur des coûts comme ça, puis j'en faisais. Peinturer, ça prend une journée et demie, c'est fini. Il n'y a pas de raison de payer 1000 $ si ça te prend une journée et demie. Donc, c'est là où est-ce que j'ai voulu avoir un partner, puis quand j'ai essayé, j'ai fait ça avec la bonne franquette des amis, des erreurs. OK? On évite les amis en affaires. Ça a été une erreur. Puis aujourd'hui, je ne le ferai plus. C'est correct de s'associer avec du monde, mais je préfère m'associer avec des étrangers, un contrat béton, qu'avoir les sentiments pognés. Et là, tu es coincé entre l'argent et ton ami. Oui. Donc, c'est ça que j'essaie d'éviter et c'est ça que je conseille aussi aux gens d'essayer d'éviter. Les amis en affaires, il n'y en a pas. Donc, mettez-vous pas en affaires avec vos meilleurs chums. Puis, tu sais, dans l'immobilier, il y a 2 choses vraiment que, en tout cas, moi, j'entends beaucoup. Tu sais, tu as les flips, puis tu as, tu sais, la location. La location, merci. Puis, souvent, on entend le monde, les experts dire « Ah, tu sais, c'est facile, tu sais, tu t'achètes un bloc, tu l'utilises pour refinancer un autre bloc, tu achètes plein de blocs de même, ou tu sais, tu achètes une maison, tu payes 100 000, tu fais des rénovations, tu avances 150 000, let's go, tu te fais un paquet d'argent comme ça. » Mais, tu sais, c'est sûr qu'il y a un risque là-dedans. Puis, les experts ne parlent pas beaucoup de ça, je trouve, du risque, de c'est quoi vraiment qui peut t'arriver comme problème là-dedans. Fait que, mettons, dans ces 2 sujets-là, on pourrait commencer peut-être avec les flips. C'est quoi qu'il y aurait comme risque avec les flips? Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Bien, la première source d'achat d'un flip, OK, c'est généralement les reprises de finances, les successions et les gens qui sont plus capables de payer leur hypothèque. Et dans tous ces cas-là, il n'y a souvent aucune garantie légale
dans 90% des cas. Je dis 90 parce que ceux-là qui sont plus capables de payer leur hypothèque, des fois, ils vont te vendre la maison avec une garantie légale. Parce qu'ils ont reçu un avis de 60 jours. Eux autres, ils peuvent te vendre avec une garantie légale une fois sur deux. OK? Mais en cas de succession, en cas de reprise, il n'y a pas de garantie légale. Anyway, une fois que la succession est liquidée, c'est très dur d'aller rechercher l'argent auprès des enfants. Donc, il va vraiment falloir que ce soit coûteux pour que tu puisses aller rechercher. Puis souvent, les enfants ne sont même pas au courant de ce que les parents ont fait dans la maison durant toutes ces années-là. Tu sais, quand il avait 2 ans, puis si son père a décidé de faire les plugs d'électricité lui-même, les enfants ne sont pas au courant quand ils vendent la maison. Donc, ils vont préférer tout le temps vendre sans garantie légale, perdre un peu de valeur, mais ils ne garantissent rien. Donc, la plus grande source d'erreur dans un flip, c'est à cause de la garantie légale. Il y a beaucoup de gens qui vont essayer de faire des rénovations, cacher des choses, comme ils vont te mettre des boîtes de jonction partout. Ils vont faire plein de choses qui ne sont pas au code, comme enlever des murs de soutien, des choses comme ça. Puis des fois, le mur n'a pas le temps de travailler. Des cultures de cannabis. Des fois, tu vas acheter une reprise de finances, tu as mal fait tes recherches, tu as échappé qu'il y a eu une descente de police dans la maison. Parce que, tu sais, des fois, c'est pas à côté de chez vous, c'est pas quelque chose que tu vas voir. Tu me dis une descente de police, ça se voit très bien, mais des fois, ils vont dire dans tel secteur qu'on a fait, ils ne donnent pas l'adresse. Là, il faut que tu ailles poser plus de questions. Puis là, il y a eu de la culture de cannabis, ils ont mis du plâtre sur les murs. 6 mois après, tu te rends compte que tous les BIM apparaissent sur les murs. Puis là, tu te rends compte que c'était pas juste plâtré. Il fallait enlever cheap rock, faire sécher les beams, enlever ceux-là qui sont moisis, refaire une bonne partie de la structure de la maison pour ça. Une des manières de contrer cette erreur-là, c'est de prendre une maison que tu as besoin de faire de A à Z, mais ce n'est pas tout le monde qui a les connaissances pour ça. C'est pour ça que je dis aux gens, si vous voulez commencer, un condo, ça limite les dégâts. Mais dans un condo, il faut toujours qu'on regarde s'il y a des fonds de prévoyance, parce que ça, c'est une autre source d'erreur. Si vous regardez et il n'y a pas de fonds de prévoyance, le gars ne vous informe pas, il est sans garantie légale, vous ne lisez pas vos procès-verbaux, vous ne parlez pas au conseil d'administration. 4 jours après que vous avez acheté, vous avez 19 000 de cotisations spéciales. Parce qu'il y avait un trou dans le budget. Tu viens de t'exposer au même risque que la maison. C'est là où est-ce que si tu es bon en rénovation, tu es un contracteur, mais tu ne sais pas comment te lancer, tu vas avec une maison que tu tripes de A à Z. Si tu es un gars de finance, commence par un condo. Tu vas être capable de lire un état financier, tu vas être capable de faire tes enquêtes, et c'est de même que tu vas arriver à éviter tes erreurs dans un flip. Les sources d'erreurs dans un flip, c'est souvent les choses que tu n'as pas vues. Ou une mauvaise estimation dans tes coûts. Parce que là, tu as fait 2-3 soumissions, et tu as dit « Ah, ce gars-là peut me le faire à 6 000. » Lui, il a fait sa soumission vite faite, tu arrives pour la faire, puis il dit « Non, 6 000, ça ne tient pas, je n'avais pas vu ça. » C'est 10. Ouais. Fait qu'il faut que tu aies une expérience avec tes fournisseurs et fais pas juste qu'une soumission. Si lui, il l'accepte pas, j'ai un gars qui est à 7 000, puis j'ai un autre gars qui est à 7 500. Tu sais que dans le pire des cas, tu utilises ton 7 500 dans le budget. Tu as 3, puis là, ça m'étonnerait que 3 gars aient raté quelque chose. Ouais. Donc, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et souvent, il y a des techniques de négociation aussi avec les gars. On en reviendra plus tard, les techniques de négociation, mais il y a des moyens de faire baisser leur prix aux fournisseurs. Puis, c'est quelque chose qui va te permettre que ton flip soit rentable. Une autre source, là, au niveau flip, on est quand même restreint au niveau des erreurs. Je dirais que c'est pas mal dans la construction, puis tu es aussi à la revente. Si tu as fait une mauvaise analyse du marché à la revente, OK, tu t'es fié à un agent d'immeuble qui t'a dit « Moi, je peux vendre ça 250 000. » Ouais. Puis lui, il a juste fait son speech de vente pour que tu l'achètes. OK? Ouais. Toi, tu t'es fié à lui,
tu as mal lu ton marché ou il y a eu le coronavirus puis tout s'est arrêté. Ouais. OK? Il y a des gens en ce moment qui n'obtiendront pas les prix de vente qu'ils voulaient. Ceux-là qui étaient prêts maintenant, ils ont probablement eu plus que ce qu'ils pensaient. Mais je te dis que ceux-là qui commencent maintenant, faites votre scénario négatif. Parce que oui, les travailleurs recommencent, mais il y a des commerces qui vont fermer, il y a des jobs qui vont se perdre, il y a moins de gens qui vont être capables d'acheter une maison, donc tu vas avoir moins d'acheteurs, donc ton prix ne pourrait pas être... Les gens vont dire, ben non, moi je vais prendre lui. On est passé d'un marché qui était vendeur à un marché acheteur. Ça veut tout dire. Le marché vendeur, c'est le vendeur qui a le gros bout du bâton. Je fixe mon prix, tu l'achètes à ce prix-là ou je passe au prochain. Il y a des maisons qui se vendaient 100 000 au-dessus du prix demandé. Dans un marché vendeur, dans un marché acheteur, c'est l'inverse. Il y a des maisons qui vont se vendre 100 000 en dessous du prix qu'ils ont demandé parce que le gars va être tanné d'essayer de la vendre. Un marché acheteur, c'est ce qui prend plus de 11 mois à vendre. Ouais. 11 mois, c'est quand même long. C'est là que tu vas voir que les immeubles sont en vente durant 2 ans, 3 ans. Les gens qui demandent trop cher, c'est comme ça. Puis c'est qu'immobilier, c'est quelque chose de lent. Donc, quand tu es dans un marché vendeur, ça peut durer 5, 6 ans de bon roulement. Après ça, marché acheteur, c'est slow. Mais le switch peut se faire très vite, comme vous voyez. Coronavirus t'amène tout de suite dans un marché acheteur. Puis, Donc, oui. oui. Qu'est-ce qui est dans le fond de la location? Qu'est-ce que le monde fait comme erreur? Ou qu'est-ce qui est de possible comme erreur quand on commence? Les gens pensent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec les locataires. Les locataires ont des droits. Okay? Ça, c'est une des premières erreurs en location. Okay? Sous-estime pas un locataire enragé. Vaut mieux une mauvaise entente qu'un bon jugement. Ça, c'est la première des choses que j'ai appris dans le métier. Moi, j'essaie toujours de m'arranger à l'amiable. À l'amiable, oui. Je ne donnerai pas de l'argent inconsciemment. Okay? Si je donne de l'argent, c'est que je n'ai plus à gagner. Puis j'ai plus de chances de perdre ma cause devant la cour que de la gagner. Okay? Mais généralement, je négocie tout hors cours. Je n'ai jamais eu une perte de cause à la régie du logement. C'est pas parce que je veux garder un record parfait, mais c'est parce que si on se rend devant la cour, si je négocie un dommage, parce que lui, il faut qu'il paye un... Il y a beaucoup de personnes, pas tout le monde, qui ont besoin de payer un avocat, mais il y a des gens qui, pour être capables de bien se défendre et gagner, ils vont avoir besoin d'un avocat, vont avoir besoin. Si moi, ça peut me coûter 1000, 2000 piastres en cours, puis j'ai dit, regarde, tu sauves l'avocat, je t'en donne 500, t'as pas de trouble, t'as pas rien, je m'excuse de ce qui s'est passé, c'est un employé qui a fait une erreur, c'est quelque chose, ta firme de gestion, veux pas, tu es responsable de tout le monde qui t'engage. OK? Donc, il vaut mieux s'entendre comme ça va limiter le dommage. Okay? Parce qu'après ça, là, tu pourrais avoir des dédommagements de 4, 5, 6, 10 000. Tu te rends devant le juge, là, le juge est pro-locataire. Parce que, tu sais, ils disent qu'ils n'ont pas de parti pris, mais malheureusement, il y a tout le temps des juges qui sont pro-locataires, puis il y en a d'autres qui sont pro-propriétaires. Ce qui s'équilibre au fil du temps. Puis tu en as qui sont plus neutres, mais tu en as qui ont déjà un parti pris par leur passé. Veux pas. Tout le monde a déjà eu un logement. Donc, généralement, dans une vie, tout le monde a déjà eu un logement, ça s'est bien passé. Il y a certains juges qui sont propriétaires de logements, donc qui comprennent un peu notre côté. Puis il y en a d'autres qui se sont fait abuser par leurs propriétaires. Puis là, ils se reconnaissent. Ils reconnaissent leur propriétaire en toi. Mais des fois, tu n'as rien à voir avec ce qu'ils ont vécu. Oui. Donc, c'est ça. Moi, j'essaie. Donc, la première partie, c'est les locataires. Parce que admettons que tu essaies de mettre tes locataires dehors. Pour mettre les locataires dehors, pour être capable de rénover, louer plus cher, admettons, ils vont fermer l'ascenseur, fermer le chauffage d'un corridor, tu sais, faire des choses qui ne sont pas éthiques. OK? Et là, ça va fâcher les locataires. Les locataires, entre eux, sont tous voisins, ils se parlent. Fait que quand ils commencent à saillir, l'union fait la force.
Tu sais, il y a un dicton africain que j'ai appris qui dit seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Ramasse-toi pas une horde de locataires en même Ouais. Non. temps. OK? Ils vont se mettre ensemble et j'ai vu des recours de 100, 150 000 quand les locataires se sont mis ensemble. C'est des choses à ne pas faire. Nous, on le fait, OK, avec des 100 portes, des 200 portes. OK? Changer les locataires, ça va nous prendre 3 ans, 5 ans. OK? Tout changer les locataires. Les locataires qui vont soit partir de leur plein gré, qu'on va s'entendre avec, qu'on va dédommager parce qu'on est rendu là, on fait OK, gars, je te donne 2000, tu t'en vas-tu? Le gars, il dit, ben oui, pour 2000, ça paye mon dédommagement, 2 mois de loyer de mon prochain loyer, je m'en vais. OK? Donc, on arrive à trouver un terrain d'entente. C'est sûr qu'il y a des locataires où est-ce qu'il va falloir utiliser un petit peu plus de loi pour arriver à les sortir parce qu'ils ne voudront pas sortir. Il y a des gens qu'on ne peut pas sortir, même si on voudrait, parce qu'ils sont subventionnés par l'OMH. Donc, il faut attendre les 5 ans. On a le droit de les augmenter, on a le droit de faire nos travaux. L'OMH, pour eux autres, ça ne les coûtera pas plus cher. L'OMH, cependant, va surveiller nos coûts. Donc, on ne pourra pas l'augmenter pleinement à sa valeur qu'il vaudrait actuellement. OK? Parce que, oui, on a des règlements au Québec qui légifient l'augmentation, mais entre 2 locataires, on a le droit d'augmenter le loyer de 50 %. OK? Une fois que le locataire est parti, si la personne conteste et dit qu'on a trop augmenté, ça deviendra un juge. On va être capable d'y expliquer qu'on a rénové, qu'on a mis de l'argent dans le building. Et maintenant, on a des comparables qui fait que mon prix est ça. Moi, j'ai payé mon immeuble tel prix, j'ai engagé telle dépense, donc il pourrait réduire un peu le montant, mais il ne descendra pas de 200 $. Ouais. Okay? Donc, on a le droit, puis on fait ça en bonne foi pour aller chercher un marché équitable, parce qu'on ne peut pas mettre non plus nos prix 200 $ plus cher du marché. Les gens vont aller ailleurs, puis on ne louera pas les logements. Il faut comprendre que c'est une entreprise aussi, là. C'est un besoin essentiel, mais c'est aussi une entreprise. On doit se tenir avec nos concurrents. Si on est trop élevé, on ne louera jamais. Oui. Donc, c'est comme ça. Ça va avec l'offre et la demande. Mais là, ça, c'est juste avec les locataires. Après ça, on a les mêmes problèmes que le flip. En location, tu peux toujours acheter un immeuble, puis dans les sixplex ou plus, rares sont les ventes d'immeubles qui ont des garanties légales. OK? La plupart des gens n'ont pas engagé des gens en RPQ. C'est une entreprise, donc ils vont y aller au plus bas coût possible. Donc, des gens qui ne sont pas nécessairement certifiés par la loi. Donc, on peut, comme juste t'expliquer une chose, même s'il engage un électricien, souvent, l'électricité va passer dans les baseboards, dans les plaintes, dans le bas des planchers. Là, je ne connais pas le nom français. Ils vont passer les câbles électriques dans tes planchers, mais on cloue, là. C'est dangereux que tu perces le câble. Mais ça coûte moins cher que faire des trous dans les murs. Donc, on va passer les câbles là quand on a besoin d'en repasser des nouveaux. Tu sais, c'est souvent des choses où est-ce que quand tu vas acheter un immeuble, puis là, si toi, tu es quelqu'un qui veut que ce soit en règle, tu ne veux pas de trouble avec tes assurances. Tu sais, moi, j'essaie de faire les choses le plus en règle possible. Oui, il y a certaines choses, tu sais, comme si ma toilette est bouchée, je n'appellerai pas un plombier. Okay? Tu demandes au concierge de le faire. On a l'équipement pour le faire. Mais si j'ai à poser de la tuyauterie, j'appelle un plombier ABQ. Oui. OK? Tu sais, c'est là où est-ce que je trouve qu'il est correct, mais il y a des gens qui n'ont pas le même éthique. Si tu joues avec l'électricité, tu appelles un électricien. OK? Ça ne sert à rien de mettre ta vie en danger des gens. Ton système d'alarme pour incendie, tu le gardes à jour. Tous les buildings qu'on a, nos systèmes d'alarme sont à jour. Mais combien de buildings
j'ai acquéri avec des gens où on a travaillé sur des projets que ça faisait 6-7 ans que leur système incendie n'était même pas testé. Donc, ils ne savaient même plus s'il était fonctionnel. Moi, quand on a fait les tests, on avait 5 pages de problèmes à régler. Donc, c'est à tout ça que tu t'exposes quand tu achètes. Et c'est plus compliqué, l'ingénierie d'un bâtiment de multilogement, qu'une simple maison. Parce qu'une simple maison, ton détecteur de fumée, il est sur une vis, il n'est pas relié. Dans des multilogements, il faut que ce soit relié entre eux. Donc, c'est des coûts supplémentaires quand c'est des vieux immeubles. Donc, c'est là que je reviens à mon premier point. Éduque-toi. Si tu ne connais pas ces choses-là, c'est des choses que tu vas te faire avoir, mais c'est sûr que tu n'achèteras pas un immeuble à 14 millions quand tu n'as même pas acheté un immeuble avant. Oui. Okay. Je connais personne qui a été capable d'acheter son premier immeuble à 14 millions, à moins que tu aies un fils de Trump ou un fils de grand fonctionnaire, un fils de quelqu'un qui a fait bien de l'argent, que papa t'a de l'avance, ou tu te connais beaucoup en immobilier et tu as des gens en arrière de toi qui disent « OK, j'achète ». Mais il va falloir que tu fasses les preuves, puis il va falloir que tu montres que tu as déjà fait des projets dans une autre compagnie avant. Donc, tu vas déjà avoir acquis cette expérience-là. Oui, si tu as fait tes preuves déjà, tu devrais avoir de problème. Puis si tu as tellement de cash que tu sais plus quoi en faire puis que tu achètes un building à 1,5 million, ben tu as l'argent de faire toutes les rénovations de toute façon. C'est ça. Fait que, c'est souvent... Mais, tu sais, quand tu fonctionnes avec des investisseurs, moi, j'ai certains projets où est-ce qu'on établit des budgets. Puis des fois, entre le refinancement et... On est des targets, là. Mais il a fallu rénover un petit peu plus d'argent que prévu, ce qui nous a donné plus de valeur au refinancement, mais ce qui fait qu'on a endommagé notre cash flow parce que ces appartements-là, il faut les louer pareil. S'ils ne roulent pas, ça, c'était inclus. Il faut les réparer pour en inclure le plus dans notre refinancement, puis les louer pour éviter de perdre de plus d'argent en bout de ligne. Là, tu regardes l'investisseur et tu te dis, il faudrait mettre 140 000, mais juste pour 3 mois. Souvent, j'ai dit, bon, on arrête de payer des billes parce que moi, je ne mets plus une scène de plus. Ouais. Fait qu'ils laissent attendre les billes pendant 3, 4, 5 mois. Puis, c'est correct que les autres ne veulent pas prendre plus de risques, n'importe quoi, mais mon point est, c'est pas parce que la personne peut s'acheter un building à 14 ou 1 million qui ont autant plus d'argent. Je ne connais pas sa situation personnelle. Probablement qu'ils l'ont, l'argent, mais il y a aussi un moment où est-ce que tu dis que le budget était ça, il faut le respecter. Donc, toi, en tant que gestionnaire du building, il faut que tu rassures tes investisseurs et tu dis, on respecte le budget. OK? Fait que, mais des fois, tu as tout le temps des imprévus. Lors d'un transfert, c'est mieux de prévoir un petit peu plus de vacances que pas assez. Ça va t'éviter ce problème-là. Donc, tu vas prévoir un petit peu plus de liquidité, ce qui compterait le temps du refinancement. À partir de là, ça affecte ton ratio rendement-investissement parce que plus de cash investi, moins que tu as de rendement sur investissement. Donc, il faut que tu arrives à mesurer quelque chose de réaliste entre les deux. Vends-leur pas des menteries, ça ne sert à rien que tu leur dis « Ah, il faut juste mettre 200 000 dans le building » quand tu as une possibilité que ça en coûte 300. OK? Assure-toi que ton projet est quand même très proche des coûts réels, que tu as déjà des contacts, puis ça vient avec le temps, malheureusement. Tu sais, il y a des gens de confiance qui vont faire « OK, moi, je t'ai fait une soumission à 200, c'est 200 000 coûte que coûte, puis si ça en coûterait 300, ils vont le prendre sur leur dos parce que tu es un bon client. » OK? Tu sais, comme ils vont dire « Moi, j'ai signé un contrat, je le respecte, le nom de ma compagnie, c'est important. » Fait que des fois, quand tu payes un petit peu plus cher, tu achètes une sécurité au point de vue de tes investisseurs. Tu affectes ton rendement investissement. Mais si le gars te le livre en 2 mois au lieu de 4 parce que tu as eu plein de problèmes, tu te rattrapes d'un autre côté. La sécurité pour tes investisseurs, que tu sois proche de ton budget, n'a pas de prix en soi.
C'est sûr que je ne paierai pas 300 quelque chose qui en vaut 200, mais si j'ai quelqu'un qui biderait à 175 et j'ai quelqu'un de fiable qui me dit 200, je vais y penser à prendre celui-là de 200. Parce que le gars qui est moins fiable, tu pourrais faire 40% de dépôt, puis il commence jamais les travaux, puis il s'en va, là. Ouais. Tu sais, rendu là, tu as perdu 40% de ton budget, tu vas te faire sacrer après. Donc, à partir de là, ce qui peut arriver dans la location, on a pas mal fait le tour. C'est vraiment locataire, rénovation et ton côté personnel. Si tu vas, mettons, tu sais, si tu fonctionnes avec un beat de vie à 500 000, tu perds ta job, puis ça prend 2 ans avant que tu retrouves ta job, toutes les dettes que tu avais vont faire qu'ils vont venir saisir ton building. Ouais. Donc, c'est là où est-ce que j'expliquais au début, c'est important de prendre soin de ton budget. De pas si tu veux grandir et faire de l'argent à long terme, prends le temps, vas-y sécuritairement, parce que si tu prends des risques tout le long de ta vie, un jour, tu vas te faire ramasser. Puis je vois, tu sais, même en business, tu sais, en dehors de l'immobilier, il y a beaucoup de monde qui ils sont impatients. Ils veulent que les choses, ça se fasse vite, que ça marche tout de suite. Puis, tu sais, c'est toute une Investissent des question de... sommes faramineuses Une pour quoi, que tout excuse-moi? se fasse vite. Oui. Puis ils surendettent, ils vont se dire, c'est pas grave, si je vends un contrat, ça me rapporte 40 000. Mais tu ne l'as pas vendu, le contrat. Oui. Réveille, réveille. C'est tout le monde qui vient de me voir, puis me parle, puis je leur dis, c'est sûr qu'il y en a qui ont pris la chance. Moi, j'en connais un. Ben, il avait vendu son premier contrat. Avec le dépôt, il a acheté sa maison, mais il n'avait même pas acheté le matériel qu'il fallait. Il a utilisé le dépôt de sa vente pour acheter sa maison, puis il n'y avait pas d'autres contrats. Il y a eu des coups de chance. Les contrats, après son premier contrat, il s'est fait référer. Et il a réussi à décoller. Le gars, il n'est pas millionnaire, mais il a réussi à bien vivre toute sa vie. Heureusement, il ne s'était pas pris une maison de luxe. Il s'était pris quelque chose de tout à fait raisonnable. Il s'était pris... Et c'est ça qui a limité. Parce qu'aujourd'hui, s'il fait 50 000 dans son année, lui, il est content. Tu sais, il ne vit pas au-dessus. Il vit en retrait de la ville. Il vient faire des contrats dans la ville de menuiserie. Puis, il a pris des gros risques quand il a commencé. Il a pris de l'endettement avec sa maison, mais il fallait qu'il installe sa shop pour réaliser son premier contrat. Mais il l'avait déjà vendu, fait que c'est déjà un bon point. Mais est-ce que j'aurais pris autant de dettes? Non, j'aurais peut-être dit, OK, on loue un local mois par mois, puis j'installe dedans. Puis là, on vient de parler de beaucoup de choses qui sont négatives, toutes les erreurs qui peuvent arriver. Puis pour quelqu'un que ça commencerait à y faire peur, toutes ces choses-là, ces mauvaises choses qui peuvent arriver, qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? Qui aurait peur, ben, de ne pas avoir peur. Les choses négatives, c'est des choses qui peuvent arriver. Oui, mais si tu écoutes les conseils de prendre ton temps, pas aller sur le coup de l'émotion, pas foncer vite, pas te surendetter, pas partir en pensant gros. Pense petit et grossi. OK? Quand tu suis ces conseils-là, même s'il t'arrive une erreur, ce ne sera jamais de quoi de gros. Si ton locataire ne te paye pas ses 1000 $ dans un mois, souvent avec ta job, tu vas être capable de le combler. OK? Si ton loyer est vide, tu vas être capable de le tenir parce que tu vas avoir prévu. Ça va coûter un petit peu moins, tu vas mettre un peu moins d'argent dans tes REER cette année-là, mais tu vas être capable de dealer avec. OK? Et au fil du temps, quand tu as 100 locataires qui roulent pour toi, tu n'auras jamais besoin de mettre d'argent parce que tu vas avoir grossi. Donc, tu vas pouvoir t'en permettre avec ton salaire plus. Mais si tu veux arrêter d'avoir peur, joue la carte de la sécurité, ce qui ne t'empêche pas de grossir vite. Ça t'empêche juste de dépenser personnellement vite. Il y en a qui vont se dire, c'est beau se priver, mais ton argent, tu ne l'enterreras pas.
je suis le premier à quand même dépenser pour moi. Je vais au Vietnam souvent. Je voyage, j'ai des loisirs, je fais du snowboard. Tu sais, j'ai quand même des loisirs que je me permets depuis que je suis étudiant, mais je le fais de façon comptée. C'est-à-dire que quand j'étais étudiant, je me prenais une passe à Saint-Sauveur à 250 $ la saison et je me faisais des lunchs quand j'allais. Donc, ma seule dépense autre était le gaz pour me rendre Oui. jusqu'au mont de ski. Donc, même un étudiant pouvait se permettre ça. Donc, c'est là où est-ce que c'est bien d'avoir peur, ça t'empêche de faire des niaiseries, mais ta peur, il ne faut quand même pas qu'elle t'empêche d'acheter quelque chose, de te lancer dans ce que tu as. Ouais. Parfait. Donc, est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais dire au monde qui écoute avant qu'on complète le podcast? Ben, si l'immobilier, c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est le modèle d'affaires où est-ce que tu as le plus de gens qui réussissent. Parce que en location, le temps, c'est ton ami. Les flips, je vois ça comme un commerce. La location, c'est quelque chose de très sécure, OK? Il n'y a aucun placement dans ce monde qui vont t'offrir autant que l'immobilier avec aussi peu de risques. Parce que faites le calcul. Vous achetez votre premier immeuble 600 000, vous faites 100 000 $ d'erreur. Si l'immeuble, tu l'as gardé pendant 25 ans, ton immeuble est quand même rentable à plus qu'un CPG. OK? Tu vas avoir fait plus d'argent, tu vas avoir pris plus de valeur. Même si tu as payé ton immeuble au prix correct, tu n'as pas fait d'optimisation, au bout de 25 ans, tu n'auras jamais perdu d'argent avec ton immeuble. Donc, c'est bien d'avoir peur, mais quand tu regardes ça sur le très long terme, tu ne perdras jamais. Tandis que la bourse, sur 25 ans, c'est rare que tu vas voir que ça a craché au point de que ce soit plus rentable pendant 25 ans. Mais à un moment donné, en 2008, je pense qu'on était rendu à comme 15-20 ans. Là. Tous ceux-là qui avaient investi pendant 15-20 ans, s'ils avaient gardé leur action pendant 3 ans, ils avaient quasiment tout perdu. En immobilier, tu as l'avantage de l'hypothèque. L'hypothèque, elle se claire. OK? Donc, même si ton building a gardé le même prix, OK? Oui. 25 ans plus tard, tu n'as plus d'hypothèque, puis ton prix baisse de moitié, tu as quand même triplé ton argent. Un CPG rapporte 5 % annuellement. Fais le calcul. Tu vas être à peu près à ça, tripler ton argent. Donc, non, un petit peu plus, là, tu vas avoir fait x5 ton argent, mais là, on parle d'un scénario catastrophe. On n'a jamais vu l'immobilier baisser de 50 %. Des CPG, ça baisse de valeur d'ailleurs quand les taux d'intérêt ils montent. Admettons que vous avez mis, parce que souvent les banques vous disent on met ça dans des certificats, mais ils vont mettre ça dans un fonds de certificats. Si ton taux d'intérêt monte, ta valeur de ton certificat, il baisse, donc ton prix du fonds va baisser. Donc, tu peux aussi avoir des pertes de ce côté-là. Donc, pour moi, l'immobilier, c'est quelque chose de sécure, long terme. C'est quelque chose qui vous permet de vous garantir un prix stable. Quelqu'un qui a juste acheté un triplex à sa retraite va avoir un revenu de 25 000 par année. OK? Plus les pensions, ça va faire 40, puis un triplex, ça prend 5 %, ça prend 15 000, un peu de temps. Pour la gestion et ton fonds de pension, il est là. C'est sûr que tu vas venir enlever les taxes, c'est sûr que tu vas avoir des choses à réparer, mais trouve un placement qui peut autant te garantir ta retraite que ça. Je pense pas qu'il y en a. Parfait. Ben, merci François d'avoir accepté d'être à mon podcast. Ça m'a fait plaisir. Puis pour ceux qui écoutent, ben, merci d'avoir regardé le podcast. Puis à bientôt.
Merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à la partager et à écouter les autres épisodes. Si tu veux rester en contact, suis-moi sur les médias sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et surtout, peu importe ton rêve, va jusqu'au bout.